Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram Bonjour l'Inspi_podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Donc, bonjour Santiago et Rosemay. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis hyper contente d'être là avec vous. C'est la première fois que j'interviewe 2 personnes en même temps. Donc, j'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Du coup, je commence toujours un petit peu mes échanges de la même façon. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on comprenne un petit peu votre parcours, qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à faire ce que vous faites? Donc moi, je m'appelle Santiago, je suis le fondateur et CEO de Change Now. Et en fait, qui je suis? En fait, je suis quelqu'un qui a été passionné par 3 choses pendant très longtemps. Enfant, déjà, j'étais très porté sur les aspects de vie animale, de nature. Donc voilà, tout le côté impact, mais environnemental, c'était quelque chose qui, enfant, m'avait pas mal touché. Un peu plus tard dans ma vie, j'ai découvert une deuxième passion qui était celle de l'entrepreneuriat. Et très jeune, à 12-13 ans, je rêvais vraiment de créer des entreprises, de développer des nouveaux projets, des nouvelles idées, etc. Et ça m'a vraiment suivi. Qui m'a mené à faire après une école de commerce, puis un MBA, etc. La troisième passion qui est venue, c'est celle pour le spectacle. Moi, j'ai grandi énormément sur scène. J'étais magicien, j'ai fait beaucoup de danse, beaucoup d'art en général, de scène. Et je crois que c'est ce côté-là de créer de la magie, de l'histoire, c'est quelque chose qui m'a également suivi. Et donc voilà, ça c'est les 3 facteurs qui dans mon parcours ont fait que aujourd'hui j'aboutisse à vouloir créer, et à travailler dans Change Now, qu'on pourra peut-être décrire un petit peu après. Et donc moi je suis Rosemay, accessoirement nous sommes mariés avec Santiago. Et moi je dirais ce qui me caractérise, c'est depuis que je fais mes études, c'est de réussir à donner du sens à ce que je fais, et notamment au travers de mes choix d'entreprise. C'est quelque chose qui a été très fort moi dès que j'ai rejoint une école de commerce, et donc qui a fait que j'ai commencé au début à travailler dans le secteur de la santé, en y trouvant moi mon moyen d'allier marketing, parce qu'en l'occurrence j'étais dans le marketing, et impact positif sur la société. Donc j'ai travaillé 8 ans dans le domaine de la santé, et puis j'ai eu besoin d'aller plus loin. On pourra revenir un peu sur le parcours, mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire un road trip ensemble, une période de coupure de 4 mois qui a beaucoup remué les choses, nous a donné de la hauteur et l'envie folle de se lancer pour Change Now. D'accord, ok, super. Merci beaucoup à tous les deux. Et du coup, vous vous connaissez depuis quand, vous deux? Je vais te dire où on se connaît pendant que toi tu calcules le nombre d'années exactement. Mais en fait, on s'est connus en école de commerce à l'EM Lyon, ce qui va faire maintenant à peu près 13 ans, c'est ça. Ok, ça marche. Et vous êtes en couple depuis 13 ans? Depuis 12 ans. Depuis 12 ans, marié depuis 7 ans. Et heureux parent d'un petit garçon de 3 ans et demi qui a le même âge que Change Now en fait. Ok, la d'accord. coupure de 4 mois a aussi été liée à l'arrivée du petit bout. Et donc on parle de Change Now. Est-ce que justement vous pouvez un peu nous décrire ce que c'est? Juste pour bien comprendre Change Now, c'est important, je pense, de revenir un tout petit peu dans l'histoire. L'idée de Change Now est née en 2015. 2015, c'était une année où il s'est passé beaucoup de choses, puisqu'il y avait par exemple la COP21. Il y avait aussi le film Demain. Et il y avait un peu partout l'émergence de solutions pour la planète. Là, le constat était de se dire ces solutions existent et comment est-ce qu'on peut essayer de les aider pour qu'elles passent à l'échelle beaucoup plus rapidement et qu'elles viennent transformer notre monde de manière positive, concrètement. L'idée qui a découlé de ça, c'était de dire essayons de rassembler un peu comme dans les autres secteurs d'activité. Dans la tech, par exemple, il y a le CES à Las Vegas, où il y a le Bourget pour l'aéronautique. Toutes les industries ont des grands temps de rassemblement qui poussent l'ensemble de l'industrie en avant. On s'est dit c'est ce qu'il faut qu'on arrive à créer
pour les personnes qui sont en train de développer des solutions concrètes pour le réchauffement climatique, pour la pollution des océans, pour les réfugiés, etc. Et donc, il fallait qu'on rassemble tous les porteurs de projets, mais également les personnes qui sont là pour les soutenir, donc des investisseurs, des partenaires, des ONG, des médias, le grand public. Et donc, voilà, Change Now, c'est ce grand rassemblement mondial des innovations pour la planète. Je rajouterais juste la volonté aussi non seulement de rassembler ceux qui ont les moyens soit d'agir, soit d'aider ceux qui agissent, mais aussi de faire rayonner en fait cet écosystème auprès du plus grand nombre et de montrer que c'est un écosystème d'avenir pour tous ceux qui travaillent dans le monde de l'entreprise et même d'avenir en général pour tous ceux qui sont en recherche de solutions concrètes pour travailler pour un monde meilleur. Là, ça va être la 3e édition fin janvier, c'est ça ? Fin janvier 2020. C'est ça. Et du coup, ça se passe comment exactement ? C'est-à-dire que moi, j'ai cru comprendre que en fait, c'est plus ou moins des startups ou des jeunes entreprises qui viennent présenter leurs innovations au grand public ou aux entreprises en général pour justement faire rayonner ces solutions et pourquoi pas les adopter au plus grand nombre, etc. Est-ce que c'est un peu ça ou pas ? Oui, avec une nuance qui est que donc oui, c'est vraiment la volonté de faire un rassemblement des solutions. Donc on va sourcer dans le monde entier des solutions pour répondre aux grands enjeux environnementaux et sociaux, comment on dépollue les océans, comment on trouve des alternatives au plastique, comment on invente des nouveaux modèles d'éducation, d'inclusion, on pense de l'énergie verte, des villes durables, etc. Maintenant, c'est pas uniquement des solutions très jeunes. C'est des solutions, en fait, nous, on est vraiment axé sur des solutions qui ont la possibilité d'être déployées à grande échelle, et presque peu importe qui est derrière ces solutions. C'est-à-dire que parfois, c'est des startups. Dans beaucoup de cas, en effet, on sent qu'il y a un dynamisme sur ces sujets au niveau de l'entrepreneuriat, mais on a aussi beaucoup de solutions qui sont initiées, portées par des grands groupes, par des assos. Donc voilà, en fait, tout type de structure finalement est représenté. Ce qui nous intéresse, c'est les actions qu'elles mènent et les solutions qu'elles développent. Et ça, c'est qu'une partie de l'événement, parce qu'en fait, on a cette double volonté, nous, d'aider les porteurs de solutions et d'autre part, pour le coup, d'inspirer le plus grand nombre. C'est-à-dire que si on veut faire une vraie transition, il faut que les personnes adoptent les alternatives. Et pour qu'elles adoptent les alternatives, nous, ce qu'on veut faire, c'est avant tout montrer concrètement comment est-ce qu'on peut construire tous ensemble un avenir meilleur. Et ça, Change Now essaye de retranscrire ça. Le visiteur qui vient chez nous, notre objectif, c'est de lui dire, regardez, il y a de l'espoir, parce qu'il y a énormément de solutions qui sont en train de se mettre en place. Et voilà comment ça peut s'articuler pour que on résolve les grands enjeux qu'on a aujourd'hui. En fait, il y a une phrase qui dit qu'il faudrait que ceux qui souhaitent faire la paix se préparent aussi bien que ceux qui se préparent pour la guerre. Et en fait, là, on fait vraiment un rassemblement de tous ceux qui veulent agir pour la paix, pour un futur meilleur et un monde durable. Et du coup, c'est vraiment de rassembler toutes ces énergies, toutes ces volontés, toutes ces forces d'action, les faire collaborer et du coup être, disons, ce moment d'espoir, comme tu dis. C'est important de rassembler tout le monde, aussi bien les plus grandes entreprises, les petites entreprises, mais également le public plus large, parce que en fait, votre événement, il est aussi ouvert à tout le monde, en fait, c'est ça ? Oui, il est ouvert à tout le monde, avec, on va dire, déjà, même dans les entreprises, nous, ce qu'on considère, c'est que même les personnes qui viennent aux entreprises sont des personnes comme tout le monde. Voilà. Le grand public est également des personnes qui viennent des entreprises. Au-delà de ça, on a des temps pour les étudiants. C'est aussi des personnes à qui on parle régulièrement et qu'on fait venir sur l'événement parce que, on y reviendra après, mais il y a tout cet aspect de vouloir créer des relations entre des entreprises qui ont besoin de talents et des talents. Les étudiants sont aussi clés dans notre audience. Et puis après, tout simplement, il y a la journée du samedi qui, elle, est encore plus ouverte à tout type de public, où on veut vraiment que là, n'importe qui puisse venir toucher, rencontrer, expérimenter les solutions. Du coup, ça se passe au Grand Palais, cette édition. Vous aviez fait, je crois, les 2 dernières éditions à la Station F, si je ne dis pas de bêtises. La dernière édition, vous aviez réussi à regrouper environ 6000 personnes, je crois, de 87 pays. C'est ce que j'ai lu. Et là, vous attendez potentiellement plus de 20 000 participants. Déjà, comment vous avez fait pour les premières éditions pour rassembler autant de monde ? Parce que si on regarde votre parcours, vous n'étiez pas forcément très familier avec l'organisation d'événements, l'événementiel. Et deuxièmement, comment vous faites pour passer de 6 000 à plus de 20 000 ? Alors, au tout début, et c'est une très bonne question, parce qu'en effet, on a démarré avec ce projet en ne connaissant finalement personne dans le monde de l'impact. On ne venait pas du tout de l'entrepreneuriat social, donc c'est vrai qu'on ne connaissait pas les acteurs encore. Mais on avait quelque chose de
profondément ancré en nous, qui était le fait de savoir qu'il fallait qu'on arrive à créer ce temps hyper fédérateur. Et le fait qu'on vienne avec notre casquette complètement indépendante, complètement nouvelle, nous a permis justement parfois de faire venir au même moment des personnes qui n'avaient pas l'habitude de se parler. Donc ça, je pense que ça a été un vrai atout. Et puis après, je te laisserai Rose compléter, mais pour moi, il y a une certaine limpidité dans l'intention. L'intention était tout simplement d'essayer de rassembler autour de la table un maximum de personnes qui voulaient porter cette vision d'un monde meilleur. Et je pense que déjà, ce poids de la vision nous a beaucoup aidé pour la première édition, et surtout à rassembler une communauté de partenaires qui très vite nous ont soutenus, par exemple des HEK, des Stations F, des French Tech. Tout ça, ça a été un noyau dur qui nous avait permis d'émerger au début. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est vraiment finalement cette vision qui est très fédératrice, qui est arrivée à un moment où il y avait besoin en fait de se rassembler. Il y a beaucoup de réseaux qui existent, beaucoup d'initiatives qui sont portées, mais personne jusqu'à présent qui proposait une occasion de tous se rassembler et de faire une voix commune pour montrer qu'aujourd'hui c'est un secteur et une dynamique qui est forte. Donc du coup, je pense que c'est ça qui a permis vraiment d'initier le mouvement. Et après, alors même si on vient en effet pas du secteur de l'entrepreneuriat à impact, je pense qu'il y a quand même on a eu des expériences avant, alors à plus petite échelle, mais qui nous ont permis de savoir contacter les gens. Notamment, Santiago avait monté le TEDx INSEAD, a créé le premier TEDx INSEAD. Le fait qu'il ait fait aussi beaucoup d'événementiels avant a fait que ce sont des expériences quand même qui ont beaucoup joué. Et puis on avait aussi monté un événement ensemble avant, un salon de recrutement pour les startups, qui nous a aussi donné une première expérience qui nous a en fait été très très importante pour réussir à faire Change Now. Du coup, vous avez commencé avec ce salon de recrutement. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, enfin ce que tu disais toi Santiago, c'était que c'était important justement de montrer aux étudiants ou jeunes diplômés les nouvelles solutions et vers où les nouvelles entreprises ou même les anciennes vont, parce qu'aujourd'hui les étudiants ont de plus en plus besoin justement de trouver du sens, d'avoir de l'impact dans leur métier. Donc vous avez commencé par ça avant Change Now? Alors en fait, on a commencé par monter un salon de recrutement, mais qui n'était pas dédié aux entreprises de l'impact, donc aux entreprises à mission, vraiment beaucoup plus aux startups. Parce que pendant très longtemps, il y avait cette attirance qu'il y avait pour le monde des startups, mais tout type de startups confondues. Et donc voilà, on a créé cet événement pour répondre en fait à une problématique des startups qui est le recrutement. Parce que quand on est une petite start-up, on n'a pas les moyens de payer un cabinet de recrutement. Et en même temps, embaucher une troisième ou une quatrième personne, c'est hyper stratégique et on ne peut pas tellement se louper. Et en parallèle, les talents ne connaissent pas ces petites structures. Ce salon de recrutement permettait en fait de faire des ponts entre les startups et les talents. Maintenant, on a constaté en fait dès la deuxième édition qu'en fait 80% des personnes qui venaient au salon de recrutement pour les startups en fait étaient en quête de sens et étaient très intéressées pour rejoindre des entreprises qui avaient une mission à impact positif. Donc c'est ça qui nous a permis après de créer un pont entre Change Now et le salon de recrutement, pour créer en fait un nouvel événement qui s'appelle Change Now My Job, avec un jeu de mots, pour aider les talents, alors soit les étudiants en quête de sens, à découvrir quelles sont ces entreprises qui recrutent et qui ont une mission, ou bien les personnes en reconversion. On avait beaucoup de demandes de personnes, de cadres avec déjà une expérience solide, qui sont conscients des compétences qu'ils ont développées et qui se disent maintenant, ces compétences, je vais les mettre au service du bien commun ou de quelque chose d'utile. Et quelles sont les structures qui permettent de le faire? Oui, parce que c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Souvent, quand on n'est pas forcément à l'aise ou en adéquation avec l'entreprise dans laquelle on est, on bifurque du tout au tout pour soit monter sa propre boîte, soit aller élever des chefs dans le Larzac, soit vraiment faire complètement autre chose. Alors qu'en fait, l'expérience qu'on a eue, même dans des boîtes qui nous plaisaient moins, peuvent être complètement valorisées et avoir du sens et de l'impact dans d'autres structures, qu'elles soient petites ou grandes en fait. Parce qu'on idéalise un petit peu le côté start-up, à impact, de l'ESS, etc. Mais là, ce que vous dites tous les deux, c'est qu'il n'y a pas que des petites structures, où il n'y a pas que l'entrepreneuriat qui peut ramener du sens dans notre travail, quoi. C'est ça, et même qu'en fait, on a besoin, aujourd'hui, on est face à des enjeux qui sont sans précédent dans l'histoire de l'homme et de la planète. On est face à des défis. Aucune génération jusqu'à présent a été face à un défi de survie de l'humanité, de survie de la biodiversité. Et donc, en fait, on a même besoin des personnes les plus compétentes pour mettre leur expertise au service de ces enjeux. Pour certaines personnes, en effet, donner du sens, ça va être une reconversion totale. Mais en fait, celles qui ont déjà acquis une expertise, comment réussir à capitaliser sur cette expertise et la mettre au service de ces grands enjeux de société?
Et je pense que oui, c'est hyper important, surtout quand on aime son métier, sa fonction, pas forcément la boîte. Il y a plein de solutions. Et du coup, vous deux, vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de votre déclic en 2015. Justement, vous, pourquoi vous n'avez pas forcément rejoint une structure? Pourquoi vous avez voulu entreprendre et créer Change Now? Quel a vraiment été le déclic? Bon, c'est une question pas évidente et évidente à la fois. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, j'ai toujours été d'un caractère très entrepreneur, avec un côté très créatif. Enfin, c'est un peu dur à dire, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment comme une certitude que là, il y avait un manque et qu'il y avait besoin de créer quelque chose. Moi, c'est vrai que parmi les choses qui m'ont beaucoup impacté en 2015, c'était de voir toutes ces solutions-là qui émergeaient partout, et notamment il y avait beaucoup de choses sur le nettoyage des océans, chose qui m'a touché. Moi. Je me suis dit, moi en tant qu'entrepreneur, là c'est le genre de projet que j'aimerais bien créer. Et en même temps, aujourd'hui, je n'ai aucune connaissance et aucune visibilité de où cet écosystème se retrouve. Et si moi j'ai ce problème-là, beaucoup d'autres personnes qui veulent créer des choses l'ont aussi. Et donc je me suis dit, il faut qu'on arrive à créer cet endroit-là. Mais je dirais ça, pourquoi ne pas avoir rejoint une entreprise à ce moment-là? Alors déjà, je dirais que le monde était très différent. Le monde de l'impact était très différent en 2015 qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a eu une vraie croissance du nombre de projets, d'entreprises. Là, on en rassemble 1000, par exemple, cette année. Chose qu'on n'aurait jamais pu faire lors de la première édition. Et donc voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce serait beaucoup plus facile peut-être pour moi d'aller dans une structure, mais toujours en gardant en tête que j'ai ce côté très entrepreneur dans le fond. Et alors, pour moi, c'est assez différent parce que, même si dans le fond, finalement, je découvre que j'avais peut-être ce côté entrepreneurial, d'avoir vu en fait Santiago pendant des années être entrepreneur. Je m'étais dit jamais je serai entrepreneur moi. J'ai vu en fait les galères que c'était, parce que voilà, il y a le côté sexy de l'entrepreneuriat tel qu'on le voit souvent. En fait, c'est aussi énormément de résilience, de coups durs, de galères. Il faut porter seul ou à deux. Donc moi, je m'étais dit clairement jamais je me lancerai là-dedans. Et puis je m'étais dit aussi jamais je ferai de l'événementiel parce que c'est quelque chose par à coup. Enfin, c'est un secteur qui fonctionne complètement par à coup. Voilà. Bref, ne jamais dire jamais. Mais moi, voilà, ce qui m'a poussée à changer, c'est que je pense que je suis allée au bout de ma démarche de quête de sens. C'est-à-dire que j'ai vraiment rejoint un secteur qui me passionnait. La santé, c'est un secteur qui m'intéressait énormément, dans lequel j'y trouvais beaucoup de sens. Mais en fait, je me suis retrouvée face à des modèles d'entreprise qui me convenaient pas du tout. Et en fait, c'est ce malaise en fait du modèle d'entreprise qui m'a fait dire que voilà, qu'il fallait peut-être que je cherche une autre voie. Et puis c'est vraiment à l'occasion de ce road trip, de la prise de hauteur qu'on a eue à ce moment, et puis l'occasion de commencer à réfléchir ensemble en fait au projet Change Now, que l'évidence est apparue, que ça valait le coup de créer sa propre voie, créer son propre chemin et créer un autre modèle d'entreprise. Je veux juste revenir sur le road trip, parce que tu l'as mentionné, qui est vrai, a été un moment assez fort dans tout ce parcours-là, parce qu'on est parti, donc c'était 40 jours après la naissance de notre premier fils, on est parti 40 jours sur la route. Et là, toutes les personnes qu'on a rencontrées étaient des personnes qui avaient choisi la liberté. Il y avait, pour beaucoup, c'était des personnes qui étaient sorties des sentiers battus, et nous qui étions justement à ce moment-là en train de commencer à expérimenter cet aspect de liberté, ça nous a complètement convaincus qu'il ne fallait pas forcément avoir peur, et que d'autres personnes avaient déjà fait ce pas-là et qu'elles le vivaient très bien. Et donc ça nous a vraiment confortés dans cette idée de dire, ok, nous aussi, prenons notre liberté, devenons vraiment les personnes qu'on veut être, en train de porter des projets qu'on veut faire. Et donc voilà, ce road trip a été assez important pour ça. Du coup, c'était un road trip en France? Ça a été un road trip en France et en Espagne. Et donc, vous étiez avec votre petit garçon? Oui, il avait 40 jours. Et c'est vrai qu'on nous avait dit en fait que c'est assez facile de voyager avec un bébé, contrairement aux idées reçues. Oui, c'est vrai, c'est plus facile de voyager avec un bébé d'1 mois et demi qu'avec un enfant de 6 mois ou 1 an. Ouais. Et je pense que ça a aussi contribué à ce vent de liberté, de se dire, voilà, c'est pas parce qu'on a un bébé que tout d'un coup, la vie devient casanière. Et au contraire, je trouve que l'arrivée de notre fils nous a donné un élan d'aventure comme on n'avait sûrement jamais eu avant. Ouais, un élan d'aventure et de liberté, mais souvent quand on a, enfin je dis souvent, je sais pas, j'ai pas d'enfant, mais souvent quand on a un enfant, on pense quand même aussi beaucoup à la sécurité, notamment la sécurité financière. Vous, ça vous a pas arrêté, ça vous a pas fait peur? Alors moi, j'étais arrivée en fait à un tel point je pouvais pas continuer en fait dans la voie dans laquelle j'étais. Donc cette question de sécurité, voilà, c'était de la sécurité, mais qui en vrai, moi, me rendait malheureuse. Et donc finalement, je me suis dit que j'avais pas grand-chose à perdre
En fait, j'ai pas eu ce sentiment de oui, j'ai sacrifié en effet peut-être une carrière qui paraît sécurisée comme ça sur le papier, mais en vrai, je sentais que j'allais dans le mur dans ce type de carrière. Et puis de toute façon, il ne faut pas fermer la porte à son envie, à ses passions et au sens qu'on veut donner par rapport à la sécurité. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que ça peut faire peur justement quand on vient d'être parent. Oui, et sachant qu'on y allait progressivement aussi au début. C'est-à-dire qu'on s'est dit, allez, on se donne 3-4 mois au début. Au tout début, on explore, on va rencontrer des personnes, on va voir, on va tester l'idée et on va voir où est-ce qu'on atterrit dans 4 mois. Et après, on a prolongé le bail pendant encore quelques mois. Et au fur et à mesure, après la question, enfin, c'était vraiment pour nous qu'il y avait une évidence qu'il fallait qu'on le fasse. Donc, on l'a continué avec du sacrifice, en effet, financier. Mais en sachant que voilà, si on apportait vraiment de la valeur un jour ou l'autre, on arrivera aussi à en vivre. C'était ça le pari qu'on avait fait. Et ça, bon, c'est juste petite anecdote, mais on me demande souvent, souvent on me dit, vous avez eu du courage de vous lancer. Moi, je trouve qu'en fait, c'est pas forcément ça la bonne phrase. Le plus dur n'est pas de se lancer, pour moi. En fait, il faut de l'inconscience pour se lancer, un petit peu. Mais le courage, c'est vraiment pour tenir dans la durée. Oui, surtout dans l'événementiel, c'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure, Rosemay, c'est que ça peut être incertain et surtout, je sais pas après comment vous vous organisez, mais c'est pas forcément quelque chose sur lequel tu vas travailler tout au long de l'année. Enfin, vu que c'est un événement très important et qui regroupe énormément de personnes, je suppose que vous travaillez dessus toute l'année, mais c'est surtout, voilà, par à coup, quelques mois avant, quelques semaines avant, où là, il faut vraiment actionner beaucoup plus. Et ça, du coup, toi qui voulais pas te lancer dans l'événementiel et potentiellement pas non plus dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, comment tu le vis? Parce que ça fait plus de 3 ans maintenant. Au final, donc oui, on est sur un événement vraiment qui se travaille à l'année. Et en fait, au final, les appréhensions que j'avais ne se sont pas confirmées. Moi, ce que je trouve passionnant en fait dans ce secteur, c'est qu'en fait, il n'y a pas de routine. En fait, à 1 an avant l'événement, 6 mois avant l'événement, 2 mois avant l'événement et 2 semaines avant l'événement, on fait des choses complètement différentes. Après, oui, il y a quand même, voilà, il y a une part de stress. Mais le souvenir que j'ai d'avant, c'était du stress en continu, non-stop. Là, c'est un stress qui est cyclique, qui n'est pas le même tout au long de l'année. Donc finalement, je trouve ça assez agréable de retrouver une vie avec des cycles plutôt qu'une vie où on est pressurisé en permanence. Et puis après l'événement, il y a aussi quelque chose d'extrêmement concret. Et en fait, c'est assez... Les quelques jours d'événement, c'est aussi des bouffées d'énergie énormes qu'on insuffle et qu'on reçoit. Rien que ça à vivre, c'est déjà très fort. Ouais, parce que vous pouvez voir directement le résultat de votre travail. C'est concret, quoi. Vous avez commencé l'aventure à 3, si je ne dis pas de bêtises, avec un 3e cofondateur. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Donc là, aujourd'hui, il me semble qu'on est 15. On vient de réintégrer quelques personnes dans l'équipe. Voilà, là, on a vraiment pérennisé une équipe cette année. Les premières années, on était plutôt en freelance, voilà, ou en équipe très resserrée. Mais là, ça y est, on a créé des postes là, depuis cette année et on est, je dirais, 12 personnes en contrat temps plein. Et puis, on a rajouté là, 3 personnes à l'approche de l'événement. Donc, vous grandissez quand même pas mal en 3 ans. Pour revenir vraiment sur l'événement là qui a lieu fin janvier, ce que vous disiez, c'est que vous voulez vraiment mettre au cœur de cet événement donc l'impact. Pour vous, parce que je suppose que l'impact, il y a énormément de sujets, ce dont on parlait tout à l'heure, mais ça peut être l'inclusion, l'aide aux réfugiés, ça peut être l'aide à l'environnement, l'éducation, etc. Là, vous, cet événement, vous allez le consacrer à quel sujet ? Est-ce que ce sera un peu de tout ou est-ce que vous avez des thématiques bien particulières ? Comment ça se passe ? Alors, il y a plusieurs thématiques et en même temps, on souhaite, et ça a été une vraie décision, les traiter en même temps. C'est-à-dire que, comme je disais, nous, notre objectif, c'est de montrer quelle peut être la vision d'un monde meilleur. Et pour faire cela, ça comprend justement l'ensemble des problématiques que l'on peut avoir à la fois environnementales et sociales. Et pour ça, pour avoir une bonne grille de lecture, au début, en tout cas, on est vraiment parti sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui vont des aspects d'éducation, d'énergie propre, de ville durable, de mobilité, etc. Et aujourd'hui, si je dois faire après quelque chose d'un peu plus intellectualisé, peut-être, en fait, on a 4 grands piliers dans l'éditorial chez nous. Le premier, c'est, on en parle beaucoup et c'est celui dont on parle le plus, c'est le réchauffement climatique. Donc, on traite de tous les sujets à ce niveau-là. Mais l'équation est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a aussi, en même temps, il faut qu'on arrive à résoudre l'équation de la finitude des ressources. Aujourd'hui, on consomme entre 2 et 3 planètes par an. Comment est-ce qu'on peut justement revenir à des niveaux équilibrés ? Troisièmement, c'est le risque du krach de biodiversité.
Si on continue comme ça, il y aura un jour ou l'autre un crack et on ne pourra plus revenir en arrière au niveau de la biodiversité. Et le quatrième volet, très important, c'est celui de l'humanité, qu'on divise en deux aspects. Le premier, c'est comment est-ce qu'on rend toutes ces transitions inclusives et où on embarque tout le monde. Il n'y a pas de laisser pour compte. Et deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on change aussi les mentalités, parce que si on veut avoir une transformation qui est pérenne, il faut qu'on l'établisse à la fois sur des nouveaux modes de réflexion. Voilà, donc c'est cet ensemble-là de thématiques que l'on aborde à Change Now. Vous adressez une très large palette et je pense que c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas que une thématique ou une solution. Et en plus, la dimension vraiment humaine et sociale est primordiale parce que clairement, même les plus belles entreprises, bon, il y a des humains dans les entreprises, mais je veux dire, il peut y avoir les plus belles solutions, mais si personne les adopte, si personne les connaît ou si personne ne sait en parler, les porter et savoir lesquelles utiliser, on va dire, dans son quotidien ou pour d'autres occasions, c'est hyper important. Donc, du coup, comment vous mettez l'accent sur cette partie-là? Pareil, c'est des solutions qui vont être exposées, dont on va parler pendant l'événement. Ça se passe comment? Ouais, du coup, les solutions en fait sont présentées de différentes manières pendant l'événement. On a toute une partie exposition qui est vraiment avec des prototypes ou des produits ou des solutions grandeur nature qui vont venir être exposés dans la nef du Grand Palais. Donc là, on a 10 000 m² d'exposition pour que les gens puissent venir tester ces solutions et voir que c'est pas de la science-fiction. Il y a des choses vraiment abouties qui existent. Et on a également d'autres volets pour découvrir les solutions, notamment avec les conférences, où là, on a donc 3 scènes de conférences qui vont tourner non-stop, où on fait venir en fait les pionniers, les référents dans toutes ces thématiques, des personnes qui agissent, qui viennent du monde entier et qui viennent témoigner de ce qu'ils font. C'est un volet qui est très, très inspirant, avec des formats assez dynamiques, toujours portés sur l'action, un peu dans l'esprit de certains des TED, voilà, sur des formats assez courts. Et puis, on peut également découvrir les solutions à travers des sessions de pitch, puisque pendant les 3 jours, on a également beaucoup de startups qui vont être sélectionnées pour venir présenter en 3 minutes leurs solutions. Et enfin, on aura aussi tout un volet workshop animé, là aussi, souvent par des porteurs de solutions. D'accord. Et donc, ce que tu disais, c'est que là, les speakers et potentiellement les porteurs de projets, de solutions viennent de partout dans le monde. Ça aussi, c'était important pour vous de montrer qu'en fait, les solutions, elles viennent de partout, parce que c'est un événement parisien, mais ça regroupe énormément de personnes, énormément de pays, de régions. Ça aussi, c'était important. Oui, c'est important. En fait, Change Now, c'est très vite créé comme un événement international à Paris. Et pourquoi c'était important? Parce que les enjeux auxquels on a à faire face aujourd'hui sont des enjeux globaux, planétaires. Et c'est vrai que ce serait une erreur, je pense, que de dire on va réussir à résoudre ces enjeux en ne regardant que ce qui se fait en France, en fait. Il faut qu'on regarde et qu'on apprenne les uns des autres en regardant les meilleures pratiques, les innovations, les créations qui se font un peu partout dans le monde sur ces thématiques-là. Et comment est-ce que déjà vous sélectionnez les solutions que vous allez afficher, présenter pendant ce salon? Et si oui, comment vous les sélectionnez justement? Donc oui, elles sont sélectionnées. On a établi 4 critères. C'est 1, que ce soit des solutions qui répondent à un enjeu de société majeur, donc qui ont un impact positif. 2, que ce soit des solutions innovantes. Donc on est vraiment sur des sujets qui repensent les standards. On n'est pas juste sur de l'innovation tech, c'est pas que technologique, mais vraiment de l'innovation au sens large. 3, qu'on soit sur des solutions qui ont un business model pérenne, qui ont en fait une viabilité économique. Ça, c'est hyper important pour qu'on ne soit pas sur des solutions qui dépendent uniquement de subventions, mais qu'on soit sur une indépendance financière qui permette en fait après d'arriver au 4e critère, qui est la capacité à passer à l'échelle, le potentiel de scalabilité. Parce qu'en fait, nous, c'est aussi ça qu'on veut vraiment faire à travers Change Now, c'est aider les solutions à passer à l'échelle, parce qu'on a cette urgence à répondre aux enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, cette urgence, elle passe par le déploiement à grande échelle de solutions, donc internationalisées. Et c'est aussi pour ça que cet événement est international. S'il y a des solutions qui viennent d'un pays, qu'elles puissent être adoptées dans d'autres, et la France aussi, qu'elle puisse exporter des solutions à fort potentiel. Parce que du coup, comment ça se passe? C'est aussi un événement, on va dire, un peu business, dans le sens où il y a des personnes qui viennent justement chercher les solutions pour pouvoir les adopter, pour pouvoir les emmener chez eux, etc. Donc c'est aussi un événement qui permet de faire du business derrière. Est-ce que vous avez un suivi de ça? Comment ça s'organise? Tout à fait. En fait, en amont de l'événement, tous les participants peuvent voir aussi qui sont les autres participants et organiser des rendez-vous.
Voilà, nous, on a vraiment un système où on assure les rendez-vous avec des horaires, des numéros de table, etc. Et on organise comme ça, cette année, ce sera à peu près 5000 rendez-vous d'affaires. Il y a aussi d'autres aspects qui est qu'on fait venir des délégations. On a une délégation qu'on a créée l'année dernière et qui revient un peu plus grande cette année, c'est la délégation des maires et des présidents de région, français et internationaux. On organise, pareil, durant toute une journée, des visites, des collaborations, des workshops entre des maires et des projets. Et justement, parmi les choses qu'on a pu tracer lors du dernier événement, c'est qu'il y a eu plusieurs collaborations entre des projets et des villes. Voilà, certains qui font de la filière compost à Paris ont rencontré la maire adjointe d'Amsterdam et depuis sont en train de développer leur projet, par exemple à Amsterdam également. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait. Et on suit, pareil, les levées de fonds, les partenariats, les recrutements, etc. Lors de l'édition précédente, on a fait une mesure d'impact. Donc 6 mois après l'édition, on a recontacté les projets qui étaient venus pour leur demander concrètement qu'est-ce qui s'est passé pour vous grâce au sommet sur les 6 derniers mois. Et c'est là qu'on a pu mesurer donc notamment ce type de nouvelles collaborations entre des startups et des villes internationales qui ont émergé grâce au sommet. On a pu aussi mesurer que plusieurs millions d'euros ont été levés à Change Now en 2018, soit par des startups, soit par des fonds. Notamment, il y avait un fonds qui se lançait sur la thématique de la dépollution des océans, la préservation des océans, et qui a levé ces 2 premiers millions d'euros à Change Now. Et juste pour répondre du coup à la question, oui, il y a un volet business, parce qu'aussi derrière Change Now, il y a cette volonté de vouloir développer ces entreprises, de donner vraiment une autre ampleur à ces entreprises qui en fait ont une force d'action, une force d'impact réelle pour changer les choses. Pendant longtemps, on attendait que ce soit les gouvernements qui définissent des lois qui allaient sauver la planète. Ou bien, pendant longtemps, on parlait aussi beaucoup d'initiatives citoyennes. Mais on se rend compte aussi que dans l'histoire, dans l'ère moderne, en fait, les grands changements de société ont été portés par les entreprises. La révolution industrielle, la révolution digitale, c'est des entreprises qui ont transformé en fait, notre société. Mais aussi que de la même manière, aujourd'hui, si les entreprises mettent en fait, leur force d'action au service des grands enjeux environnementaux et sociaux, elles ont un potentiel d'impact qui est très fort. Et donc, en fait, c'est faire un événement qui soit business, mais business for good, et voilà, déployer cet impact. Ouais, non, complètement. Et puis, ça rejoint votre vision, votre mission de Change Now. C'est pas seulement exposer les solutions et montrer ce qu'il y a, mais c'est justement les développer pour développer un monde meilleur, avoir un futur meilleur pour nos enfants, pour la planète. Et donc, ça aurait été dommage de ne pas inclure, on va dire, ce volet business, parce que de toute façon, il est primordial pour le développement de ces structures. Tout à fait. Et en fait, on fait pas un événement pour faire un événement. C'est en fait, nous, notre moyen d'agir. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'à travers ce type de rassemblement, on crée des connexions qui peuvent changer la donne sur certains sujets. Et donc, c'est en fait un événement vraiment porté sur l'action. On aime bien dire le terme d'événement accélérateur. Il y a plusieurs choses. Et d'ailleurs, c'est des choses qui se passent dans la durée. Parce que l'année dernière, il y a des projets qui s'étaient rencontrés à Change Now, qui ont commencé des collaborations ensemble, qui cette année reviennent à Change Now en disant voilà, regardez les choses qu'on a faites depuis un an et qu'on a créées parce qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, ça c'est vraiment encore une autre dynamique, mais c'est ancré dans notre ADN. Dès le début de notre première édition, on avait cette phrase-là qui était de dire nous ne sommes pas là, we are not here to think, we are here to act. C'était vraiment ce côté très très concret, très pragmatique. Et je pense que c'est ce dont le secteur avait besoin à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ces solutions-là puissent être accélérées. Cet événement est bien ouvert à tous. Quand est-ce que les particuliers, on va dire, peuvent venir ? Déjà, c'est quoi ? C'est du jeudi au samedi ? C'est ça, c'est jeudi, vendredi, samedi, donc 30-31 janvier et 1er février 2020. Le jeudi et le vendredi sont des journées plutôt B2B, même si ça reste quand même, voilà, c'est du B2B large, je dirais tout type d'entreprise et la bienvenue, que ce soit start-up, les investisseurs, les ONG, les grands groupes, les institutionnels. Mais c'est vrai que ça va quand même plus être sur des thématiques B2B et vraiment des rencontres interprofessionnelles. Et c'est le samedi qui est vraiment ouvert à tout public, famille, la jeunesse, et vraiment faire rayonner en fait ces sujets, les mettre au cœur de nos préoccupations du quotidien. Je pense que ça peut toucher tout le monde et aussi inspirer beaucoup de monde, parce que en fait on nous parle souvent de l'urgence, du réchauffement climatique, etc. Mais à notre échelle, on n'a pas forcément la vision qu'en fait il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui marchent et il y a des solutions qui sont en train de se développer et qui sont en train de marcher, parce qu'on a l'impression qu'en fait c'est un peu catastrophique là ce qui nous arrive et que potentiellement on peut rien faire. Donc
Donc c'est aussi un petit peu prendre un petit souffle d'espoir en se disant qu'il y a plein de choses qui existent et qu'on va dans le bon sens, quoi. Mais complètement. En fait, il y a quelque chose de très angoissant à décrire, en effet, les crises écologiques, crise de la biodiversité qu'on est déjà en train de traverser et qui risque de s'amplifier. Et en même temps, dès qu'on commence à se rendre compte des solutions et qu'en fait, on a les moyens d'agir, et je dirais agir pas juste en triant ses déchets, on peut agir à une échelle beaucoup plus importante, notamment en rejoignant des entreprises à impact. En fait, on démultiplie chacun notre impact. On change complètement de spectre. On n'est plus dans l'angoisse, on est dans l'action, on est dans l'énergie positive et ça fait un bien fou. Et je pense que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est clair, pas seulement penser, pas forcément ruminer, mais voir le mauvais côté des choses, mais se dire en fait tout le monde peut agir à n'importe quelle échelle en fait. Et justement, c'est aussi pour ça que vous avez créé Change Now My Job, pour montrer que en fait tout le monde peut avoir un impact et peut se développer dans ces secteurs-là en fait. Tout le spectre est un peu rempli grâce à Change Now. Et donc pour revenir un petit peu au côté perso, déjà tous les deux vous disiez que grâce à ce road trip et même avant, vous aviez très envie de liberté. Est-ce que vous la retrouvez aujourd'hui, cette liberté ? Parce que je suppose qu'en fait, quand on est entrepreneur, on dit qu'on est libre parce qu'on est son propre patron, mais il y a beaucoup de contraintes. Et justement, tu parlais tout à l'heure du côté sexy de l'entrepreneur, mais il ne faut pas oublier les galères, etc. Vous, aujourd'hui, c'est quoi votre vision de l'entrepreneuriat ? La notion de liberté a évolué au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a un côté très libre parce qu'on est indépendant dans ce qu'on fait, dans nos idées, dans ce qu'on porte. En fait. C'est pas forcément la même liberté que l'on recherchait au tout début, qui était aussi celle de la flexibilité, du télétravail, etc. Là, aujourd'hui, on l'a plus vraiment parce qu'on est en plus sur un événement qui a pris une telle échelle, une telle ampleur qu'on est obligé d'être sur le pont avec une équipe, etc. Mais clairement, et je dirais ce qu'on a perdu peut-être un petit peu en liberté, on l'a gagné en satisfaction et en émerveillement de tout ce qu'on est, de tout le travail qu'on essaie d'accomplir en équipe. Je suis d'accord, c'est pas la même définition de la liberté qu'on a maintenant par rapport à avant. Voilà, aujourd'hui quand même, s'il y a besoin d'aller chercher notre fils à 4h30 à l'école, on a de compte à rendre à personne. Maintenant, on travaille sûrement 3 fois plus, enfin pas 3 fois plus, mais peut-être 2 fois plus. Et après, au bout d'un moment, les heures sont pas multipliables. Voilà, on travaille beaucoup, mais avec un sentiment d'accomplissement et personnel et aussi du projet qu'on mène, qui est très fort et en fait qui est très épanouissant. Ouais. Enfin, moi, je trouve qu'on se sent privilégié de pouvoir mener ce projet-là. Et c'est quelque chose qui va en grandissant, mais voilà, pour dire que oui, on est libre, un peu moins qu'avant, mais privilégié de le faire. Et puis par rapport au côté galère de l'entrepreneuriat, et c'est vrai, c'est à ne pas négliger. Maintenant, je trouve que c'est la force qu'on a eue, c'est de se lancer à plusieurs et en fait d'avoir une vraie complémentarité dans l'équipe. Alors c'est vrai que nous, en couple, cette complémentarité, en fait, ça fait 13 ans qu'on la travaille sans le savoir. Au final, on a appris à vivre ensemble, à travailler ensemble. Et en fait, cette complémentarité, elle nous permet de dépasser les galères. On aime bien dire, il y a un peu un côté yin and yang. Il y a des hauts et des bas, mais par chance, ils ne sont pas en même temps. Du coup, ça nous permet de traverser les difficultés et de voir plutôt le côté hyper positif de l'aventure. C'est vrai que vous devez être fiers, surtout parce que vous êtes parti d'une simple idée et maintenant vous allez quand même faire l'événement au Grand Palais. Donc je pense que c'est une vraie fierté surtout de faire ça ensemble. Et c'est vrai que ce que tu parlais de la complémentarité, c'est vrai que souvent dans mes invités, ils parlent souvent de ça, que c'est bien d'être à plusieurs et que c'est bien d'être complémentaires et potentiellement de bien se répartir les rôles. Est-ce que vous avez une répartition des rôles ? En fait, moi, je vais juste rebondir un tout petit peu. Je ne vais pas répondre à la question, mais je vais rebondir sur la partie fierté, qui est que la fierté n'est pas tant de le faire au Grand Palais. La fierté de ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment d'avoir le sentiment d'être utile, d'être à notre place et de faire partie de quelque chose qui peut compter actuellement et de rassembler. Voilà, je veux dire, on était 12, on est 15, on rassemble 1000 solutions, 20 000 personnes. Et voilà, et on a vraiment un sentiment d'utilité fort. Et je crois que c'est ça qui nous rend le plus fiers. Le sentiment de servir quelque chose en fait qui est beaucoup plus grand que nous. Voilà, d'être au service de quelque chose qui nous dépasse. C'est un émerveillement en fait au quotidien. Oui, complètement. Et du coup, juste pour revenir sur la répartition des rôles, est-ce que ça a été important pour vous de bien de se répartir les rôles entre vous deux et même votre le troisième cofondateur ? Est-ce que ça s'est fait naturellement ? Comment vous avez fait Pour moi, ça s'est fait naturellement. Je dirais déjà, ça naît à partir du moment où il y a un profond respect
dans l'un et l'autre. Voilà, il n'y a pas de rivalité comme on peut voir en fait comme moi j'ai connu dans certaines entreprises. Là, il y a une bienveillance sincère et du coup vraiment la volonté que chacun fasse ce qui lui tient à cœur. Et donc je trouve que c'est assez naturellement finalement que les rôles se sont définis et se sont définis au fur et à mesure. On n'a pas dès le début inscrit dans le marbre tu feras ça, parce que de toute façon on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait falloir faire. Voilà, on faisait tous tout en même temps et en fait entre la première année, la deuxième année, la troisième année, les rôles ont évolué, mais toujours dans ce profond respect de l'autre, fait que ça marche très bien. Justement, pour parler un petit peu de votre complémentarité aussi, est-ce que c'est pas dangereux de travailler en couple ? Est-ce que déjà ça peut être risqué pour son couple ? Parce que je sais pas si l'aventure n'avait pas forcément marché, est-ce que ça aurait pu amener certaines tensions ? Et surtout, est-ce que vous arrivez un petit peu à faire la part des choses perso-pro ou vous le faites pas forcément et ça vous va aussi, quoi ? C'était juste pour savoir un petit peu votre ressenti sur l'entrepreneuriat ou même le travail en couple, comment c'est ? Par rapport à la question de travailler en couple, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un peu une idée reçue qu'on a de travailler en couple. C'est forcément hyper difficile. En fait, quand je discute avec d'autres couples qui travaillent ensemble, on est souvent d'accord sur le fait qu'au contraire, c'est beaucoup plus fluide. Déjà parce qu'il n'y a pas ce sentiment, il n'y a pas cette rivalité, il y a une transparence, une confiance, une bienveillance sincère qui fait qu'on veut quelque chose qui marche pour soi, pour l'autre. Et donc, moi, au final, le fait de travailler en couple, je trouve, a apporté beaucoup de sérénité dans le cadre de travail et également a apporté ce sentiment d'unité. En fait, on n'a plus 3 vies en parallèle à gérer, la vie de l'un, la vie de l'autre, et puis notre vie en commun le soir et le week-end et les vacances. On a en fait une vie ensemble à construire. Et en fait, j'ai trouvé ça très épanouissant et très riche à vivre. Je trouve ça hyper intéressant, cette comparaison un peu d'avoir 3 vies et une seule vie. C'est vrai que c'est hyper porteur et ça vous permet de tout partager. Et aussi, dans n'importe quel travail, c'est vrai qu'il peut y avoir de la compétition, de la rivalité, etc. Si on est en couple, ça n'existe pas parce qu'on a envie de construire ça ensemble, que ce soit notre vie privée ou notre vie professionnelle. Donc, exactement. C'est vrai que et en fait, ça, c'est une source d'énergie perdue en moins à perdre. Oui. En fait. Je trouve que ça ronge en fait en entreprise parfois, cette compétition qu'il peut y avoir. Et là, elle n'existe pas. Et donc, on met notre énergie ailleurs à construire ensemble. Ouais, et puis souvent, on dit que l'entrepreneuriat, quand on s'associe avec quelqu'un, c'est comme un mariage. Mais bon, vous étiez déjà ensemble, donc vous aviez plus trop de risques. Sens, c'est ça. Et je vais juste rajouter le fait que je pense même que ça a été une vraie force dans le projet. Et que sans ça, on n'aurait peut-être pas réussi à faire émerger Change Now. Il y avait zéro frontière entre ce qu'on pouvait faire ensemble. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, tous les contacts entrants qui rentraient chez moi, enfin parfois, il n'y avait plus aucune barrière. Donc beaucoup moins aussi d'énergie perdue en coordination. C'est-à-dire que ce que je faisais, tu pouvais le faire, ce que tu faisais, je le faisais parfois, etc. Et avec un niveau de confiance qu'on ne pourrait pas avoir en tout début d'entreprise avec d'autres personnes. D'accord. Non, mais c'est hyper intéressant. Et donc du coup, il ne faut pas forcément écouter les préjugés. Bon, après, peut-être qu'il y a des couples pour qui ça ne fonctionne pas de travailler ensemble, mais en tout cas, ça peut le faire. Il y a quelque chose de contraire très riche aussi à travailler en couple. Et pour répondre aussi à ta question sur la frontière vie perso, vie pro, bon, du coup, j'y répondais partiellement en te parlant de ce sentiment d'unité. Après, c'est vrai qu'il n'empêche que c'est vrai que ça prend une place importante dans notre vie. Et là, en fait, nous, par exemple, le fait d'avoir un fils, ça nous ramène sur Terre tous les soirs. Et en fait, il nous aide beaucoup à décrocher. Et donc, au final, on arrive aussi, je trouve, à avoir un équilibre, à ne pas penser que travail, parce que quand on a une vie de famille à côté, en fait, forcément, on doit aussi penser à autre chose. Après, ce qui est bien, c'est que même si ça prend beaucoup de place, c'est que, vous en parliez tous les deux, c'est que vous êtes fiers et vous êtes passionnés par ce que vous faites. Donc même si ça prend de la place, c'est pas très grave en fait. Ça commence à être un peu embêtant quand justement on est dans des emplois où on est stressé, où on n'aime pas là où on est. Là, au final, que ça prenne beaucoup de place, c'est au contraire plutôt bon pour vous. Est-ce que vous avez parce que tous les deux, toi Santiago, tu avais déjà l'expérience de l'entrepreneuriat, mais toi Rose pas forcément. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des gens qui aimeraient se lancer dans un projet, mais même pas forcément entrepreneurial, c'est-à-dire même tous les deux, vous avez aussi quand même quitté vos emplois parce que vous vouliez autre chose. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des gens qui ont envie de se lancer, mais qui n'osent pas ? Moi, je vais dire 2 choses. Une qui est très simple. J'allais dire, ne démarrez pas tout seul, ne partez pas tout seul. Le chemin entrepreneurial est, je pense, trop dur pour être mené tout seul. Et donc voilà, il faut bien s'entourer, il faut partir à 1 ou 2 personnes en plus, quoi. L'autre peut paraître un petit peu plus bizarre et atypique. Mais ça revient un peu sur la question que tu avais posée au début, qui était de savoir aussi comment est-ce qu'on avait rassemblé ces personnes-là. Moi, j'ai vu un vrai changement. C'était au tout début de Change Now, quelqu'un m'a dit « D'accord, je vois un peu Change Now, mais qui est-ce que tu défends ?»
Et c'était une bonne question. On essayait de rassembler les personnes, mais sans prendre parti pour quelqu'un. Et là, à un moment, on s'est dit, OK, donc il va falloir qu'on défende quelqu'un. On prend parti, je vais défendre les entrepreneurs. Je vais me mettre à leur service. Et à partir du moment même où il y avait eu une sorte d'humilité là en disant, on arrête de faire le projet pour le projet, mais on se met à 100% au service des projets pour qui on va le créer. C'était le moment où ça a vraiment décollé. Et je trouve que ça, c'est peut-être un conseil, surtout si c'est des personnes qui vont dans l'impact. Je dirais, soyez le plus authentique possible sur le service que vous voulez rendre. Parce qu'en fait, c'est même lorsqu'on fait des choix qui sont peut-être contre-intuitifs d'un point de vue purement entrepreneurial, organisationnel, rationnel, c'est là, à ces moments-là où la magie opère et que le projet peut aussi prendre, lui, sans son âme. En fait. Ouais, non, c'est important d'avoir sa vision, de savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on se bat, entre guillemets, pour pouvoir ajuster justement sur les objectifs, les actions qu'on mène ou pas, etc. Si on n'a pas cette vision, c'est un peu dur de mener sa barque, on va dire. Pour répondre à ta question aussi, j'aimerais ajouter, pour les personnes qui réfléchissent, hésitent peut-être à changer de voie ou d'emploi, ou même de se lancer dans un projet même personnel. Moi, en fait, en parallèle de notre parcours, de notre changement de voie, en fait, j'avais une amie aussi qui faisait un changement de son côté, qui communiquait beaucoup sur les réseaux sociaux et qui disait une phrase: saute et le filet apparaîtra. Et en fait, je trouve que c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on se fait une montagne parfois de quitter un job en CDI. Mais si c'est un job où on n'est pas heureux, où on ne se sent pas en phase, en fait, le saut qu'on fera nous apportera beaucoup plus. Et du coup, de ne pas avoir peur de ce qu'on perd. Parce qu'en fait, il y a souvent, en effet, si on ose mener un projet qui nous tient à cœur, il y a quelque chose de juste dans cette démarche. Et en fait, cette justesse fait qu'il y a peut-être presque un ordre naturel qui se met en place et qui va nous aider à le mener. Nous, ce projet Change Now, on a fait ce qu'on a pu. Ça nous semblait juste de faire cette démarche. Mais derrière aussi, il y a eu un alignement de planètes et de beaucoup de gens qui nous ont portés, qui ont rejoint le projet. Et c'est pas juste seul qu'on l'a mené. C'est parce que on a juste fait le pas un moment de sauter. Et oui, le filet, il est apparu. Et en fait, c'est le cas pour beaucoup de monde. Parfois, on a peur de ce qu'on perd. Mais en fait, ça vaut le coup de franchir le pas. Sachant qu'en plus, comme tu disais très, très bien tout à l'heure, on peut toujours faire marche arrière. C'est pas des sauts qui sont irréversibles. Ouais, non, c'est sûr, c'est ce qu'on disait, c'est que ça fait très peur avant de sauter, mais une fois qu'on a sauté, même si c'est pas la bonne direction qu'on prend, on en apprendra toujours quelque chose et de toute façon, comme vous dites, on peut faire marche arrière, on peut prendre finalement une troisième voie ou une quatrième et qu'il faut un peu arrêter de se mettre la pression autour de ça parce que c'est vrai que, notamment la culture française, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avant l'enregistrement, mais c'est que on a un peu cette vision de il faut pas quitter un CDI, il faut pas non plus changer tous les ans ou tous les 2 ans d'emploi parce que c'est mal vu, il faut pas tout ça, faut arrêter un peu de se prendre la tête avec ces stéréotypes parce que sinon on n'en sort jamais en fait. Complètement. Et en fait, là, on vit une époque où de toute façon, les choses sont en train de se réinventer. Parce que ce modèle-là, il est arrivé au bout. Saturation. À saturation pour pas mal de monde. Mais voilà, en tout cas, il est en train de se transformer. Et donc, peut-être, ce qui était des vraies appréhensions et peut-être des vraies prises de risques il y a quelques années, aujourd'hui, ne le sont plus. Parce que beaucoup de monde part faire un road trip, un tour du monde. Beaucoup de monde fait des changements de carrière. Et donc, ça devient en fait de moins en moins atypique et même de plus en plus valorisé. Donc, ne pas avoir peur de se lancer. Et en fait, au contraire, aujourd'hui, c'est des sources d'enrichissement personnel qui sont fortes. Ouais. Non, c'est sûr. Même personnellement, c'est hyper riche en expérience, même si on finit par revenir dans son ancien job, je sais pas, et qu'on n'a pas forcément trouvé. Mais en général, on n'y revient pas. En général, on n'y revient pas, c'est clair. Non, c'est sûr. Parce qu'en fait, mine de rien, on apprend forcément quelque chose et du coup, c'est vrai que c'est pas tellement un retour en arrière qu'on fait derrière. Ça peut être une troisième voie plutôt. Non, mais c'est super motivant et ça donne de l'espoir parce que c'est vrai que ça fait peur, mais voilà, on se dit les autres y sont arrivés, donc pourquoi pas moi. Et vous, aujourd'hui, ou même quand vous avez lancé Change Now, qu'est-ce qui vous inspirait ou qu'est-ce qui vous inspire justement à toujours aller de l'avant, à toujours continuer au jour le jour? Qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous anime? De voir qu'en fait, là, on est en train de réinventer le monde. Ça paraît un peu dingue de dire ça. Même on dit les entreprises qui veulent changer le monde, etc. C'est fou, c'est des mots qu'on n'aurait jamais dit il y a quelques années, mais en fait qui sont vrais.
Là, aujourd'hui, on est en train de de construire une nouvelle période. Et moi, j'ai l'impression qu'on est juste au début. Et je trouve que c'est en fait passionnant et même un privilège d'être parmi les bâtisseurs de cette nouvelle ère. Moi, je me rappelle, j'ai toujours eu un peu en fascination et en même temps en me disant jamais ça m'arriverait d'être dans ce cas-là. Mais la fascination des la Révolution française, les grands explorateurs, les grandes révolutions. Voilà, je me dis, c'est la Renaissance, etc. Et c'est des périodes qui ont été clés dans l'histoire. Et en fait, là, j'ai le sentiment qu'on est à nouveau en train de vivre une de ces périodes-là. Et en fait, on en fait partie. Et voilà, je trouve que c'est hyper inspirant et hyper boostant, inspirant, c'est sûr. Ouais. Et surtout que tout le monde peut agir à son échelle, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, pour les personnes qui écoutent et qui voudraient aller sur le salon, sur Change Now, enfin moi, je suis clairement une convaincue parce que voilà, j'adore ce que vous faites et puis le salon et votre vision est hyper intéressante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui aimeraient rejoindre le salon? Pourquoi il faut venir et pourquoi il faut agir? Moi, j'ai envie de leur dire déjà juste de venir parce que ils vont découvrir énormément de choses sur quels sont les vrais développements. Justement, on parlait d'une période où on recrée le monde de demain. Là, ils vont voir vraiment plein de manières selon lesquelles le monde est en train de se réinventer. Je sais, ma phrase est un peu compliquée à dire, mais en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut qu'ils viennent d'une manière très ouverte et curieuse. Parce que moi, le premier, en fait, il se passe énormément de choses sur place et on ne sait pas ce qui va les toucher, mais c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont les toucher. Donc voilà, il y a ce côté déjà découverte, inspiration. Moi, je pense qu'enfin là, au fur et à mesure, on voit le programme se faire, mais ça va être vraiment, je pense, quelque chose de magnifique en soi, en termes de diversité de solutions qui sont en train d'être créées. C'est fantastique. Et deuxième aspect, c'est vraiment aussi le côté où ils vont faire des rencontres. Il y a le salon de recrutement qu'on est en train de mettre en place. Donc pour certains qui sont en train de se poser des questions également sur est-ce que je peux moi aussi changer de parcours et aller vers l'impact, il y aura ces rencontres-là avec des entreprises à impact. Voilà, mais juste venez et laissez-vous porter en fait. Super. Donc du coup, tu es d'accord avec Santiago? Ouais, complètement. Je pense que c'est ça, venir avec ouverture parce qu'il va se passer des choses, des rencontres, des coups de cœur sur certains projets. Je sais, chacun va le vivre sûrement à sa manière. Il se passe beaucoup de choses. Voilà, venez. Et en fait, c'est venir découvrir ce monde pour peut-être en faire partie derrière. En tout cas, nous, on l'espère. D'accord, on se donne rendez-vous fin janvier, du coup, au Grand Palais, fin janvier, début février. Et juste pour finir, lors de l'événement, votre rôle, c'est quoi? Vous faites quoi? Vous êtes dans les coulisses ou comment ça se passe? Moi, je suis beaucoup sur les aspects logistiques. Donc, après, concrètement, le jour J, je pense que je serai avec Talkie Walkie à parler un peu avec tous les, tous les postes et sûrement résoudre plein d'imprévus. Ouais. Voilà, moi, je suis beaucoup sur les aspects en fait, logistiques de préparation de l'événement. Et je dirais de manière générale, pour moi, en fait, l'événement, ce qu'on essaie de créer à chaque fois, c'est que l'événement ait un supplément d'âme. Pour moi, c'est hyper important que lorsqu'on vient sur place, on arrive à ressentir une énergie spéciale, quelque chose qui nous porte. Et moi, je dirais parmi les rôles que j'ai, c'est vraiment de faire en sorte de voir si on a bien ce supplément d'âme et comment est-ce qu'on peut continuer à le nourrir durant les jours de l'événement. Et donc ça passe par vraiment faire en sorte que tout le monde sente bien pourquoi est-ce qu'on fait ça et le côté très authentique de l'intention qu'on a d'accélérer les solutions. Très concrètement, par exemple, ça veut dire que tous les porteurs de projets viennent avec la pêche pour défendre et montrer leur projet. Que les speakers viennent avec le sourire et l'envie justement de communiquer ce qu'ils font. Et que les partenaires aient l'envie de justement de rencontrer et de créer des liens. Et c'est toute cette mécanique-là qu'il faut qu'on arrive à insuffler dès le début de l'événement et durant les 3 jours. Et c'est ça qui va faire que à la fin, lorsque 6 mois après, on fera notre compte, on verra que en effet, ça a été utile. Oui, non, complètement. Et je pense que c'est hyper important aussi, vous le disiez, mais on a encore plus besoin aujourd'hui de vraiment tous se rassembler autour de causes et de valeurs fortes. Donc là, c'est aussi l'occasion avec Change. Tout à fait. Il y a un vrai appel j'allais dire aussi à l'unité là-dedans, c'est que certains vont penser que certaines solutions sont meilleures que d'autres, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même de montrer une direction globale dans laquelle tout le monde doit s'inscrire parce que les enjeux vont au-delà de
De l'entreprise A à l'entreprise B, ouais, Exactement. complètement. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, les éditions précédentes, c'est ce qu'on veut reproduire cette année, il y a un petit moment hors du temps, mais même si c'est très, très ancré dans la réalité. En fait, on est tous là. Toutes les personnes qui sont à Change Now sont là en fait, pour la même raison, pour quelque chose qu'on a pour la planète, pour l'humanité. Et donc, en fait, on est tous déjà par nature en train de regarder dans la même direction. Et en fait, ça, je pense que ça contribue aussi à l'ouverture qu'on ressent entre les participants. Ça donne vraiment envie. Donc merci beaucoup pour cet échange et j'ai hâte d'y être du coup. Merci beaucoup. Super, et au plaisir également de t'y retrouver. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte bonjourlinspi_podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.